la prochaine table ronde, nous allons évoquer quels sont les 4 grands défis de l'IA, notamment des questions qui relèvent de la souveraineté, bien sûr, mais surtout aussi au niveau du secteur de l'environnement, de la santé, mais aussi de l'information. Bon, donc rejoint sur ce plateau Stéphanie Combe, directrice du Health Data Hub. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Charlotte Degaut, à ma gauche, Managing Director et Partner chez BCG Gamma. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour. Pierre Louette, président directeur général du groupe Les Échos Le Parisien, qui Bonjour. nous accueille d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour. Et David Lacomblette, le fondateur et président de la Villa Numéris, qui est donc partenaire aussi de cet événement. Stéphanie Combe, je me tourne vers vous tout d'abord. Je rappelle que le Health Data Hub, c'est donc un projet qui a été lancé officiellement par l'État en 2019. Et le but, c'est vraiment d'essayer de collecter massivement des données de santé pour justement essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer notamment la recherche médicale. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus sur son fonctionnement et peut-être aussi comment des entreprises qui nous regardent peuvent en faire partie aujourd'hui et arriver au Health Data Hub? Oui, très bien. Merci beaucoup de me donner l'opportunité du coup de vous présenter ce projet qui maintenant a 2 ans. C'est une structure publique qui a été créée donc en décembre 2019. Et donc, l'objectif est de faciliter l'accès aux données de santé pour des projets d'intelligence artificielle. Le projet avait trouvé ses racines dans les travaux de Cédric Villani, que vous aviez peut-être suivi, qui faisait la promotion du partage des données dans différents secteurs prioritaires, dont celui de la santé. Et donc, on a différentes missions. On a un groupement d'intérêt public. La première mission, c'est d'accompagner les projets dans les démarches administratives. Alors, c'est pas très glamour, mais pour accéder aux données de santé en France, il y a un certain nombre d'étapes à vérifier. Et c'est pas si simple pour les porteurs de projets de s'y retrouver. Encore aujourd'hui, je prétends pas qu'on a simplifié significativement le processus, mais on essaye de construire des kits pédagogiques, des offres de formation et vraiment de simplifier l'accès aux données. Mais on a souhaité aller plus loin avec le Health Data Hub et mettre à disposition une offre de services technologiques qui n'est pas un guichet unique, c'est-à-dire que les acteurs ne sont pas obligés de l'utiliser pour accéder aux données, peuvent avoir leur propre plateforme, mais qui permettent aux acteurs qui n'ont pas la possibilité de construire leurs propres infrastructures de bénéficier de ces efforts de mutualisation d'investissement. C'est important parce que pour traiter les données de santé, sans surprise, vous allez devoir vérifier un grand nombre d'exigences de sécurité. Et donc, nous, on a décidé d'investir, enfin, la puissance publique a investi dans cette plateforme technologique pour justement fournir des capacités de stockage et de calcul. Donc, pour un projet porté par un industriel, c'est les mêmes règles d'accès que pour un projet académique. La loi de 2016, qui avait déjà ouvert l'accès aux données de santé en France, permettait déjà aux acteurs privés d'accéder aux données, même s'il doit justifier qu'il ne poursuit pas certaines finalités qui sont interdites, comme par exemple le démarchage auprès de professionnels de santé ou la tarification des assurances personnalisées. Donc ça peut demander un petit effort, mais aujourd'hui, nous, on accompagne déjà dans les projets pilotes qui nous aident à construire l'offre de services un certain nombre de startups, notamment, comme la startup Implicity, qui va chercher à construire des algorithmes de prédiction des crises d'insuffisance cardiaque en croisant les données de pacemaker connectés qu'elle collecte elle-même avec les données d'hospitalisation qui sont partagées dans la plateforme technologique du Hub et qui proviennent de l'assurance maladie. Donc tout ça demande pas mal d'intelligence collective parce qu'à toutes les étapes de la réalisation du projet, on rencontre des défis. Alors, je vais me tourner vers nos autres invités dans un instant, mais c'est vrai que le Health Data Hub s'est retrouvé il y a quelques jours au cœur de l'actualité, puisque le gouvernement vous a demandé de retirer votre demande d'hébergement des données de la plateforme technologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et peut-être quelles sont les conséquences concrètes aujourd'hui ? Oui, alors, c'est pas exactement ça, mais du coup, c'est bien que vous me donniez l'opportunité d'expliquer. Alors, en fait, comme le Hub est créé par la loi et a vocation à partager les données de santé pour les projets de recherche, tout cet édifice est très sécurisé d'un point de vue réglementaire.
Donc la structure est créée par la loi, ses statuts sont portés par arrêté. On avait besoin d'un décret qui a été publié en juin dernier et on a encore besoin d'un arrêté. Bon, après, on peut commenter l'architecture juridique, mais ce n'est pas le sujet. Donc cet arrêté qui liste les bases qui vont être effectivement partagées dans la plateforme devait être publié en fin d'année dernière. Donc c'était le calendrier approximatif sur lequel on s'était fondé. Et nous, en parallèle de ça, on avait déposé une demande d'autorisation pour héberger ce catalogue dans la plateforme technologique. On avait déposé cette demande en mai. L'idée, c'était que les deux procédures se suivent en parallèle pour gagner du temps. Comme l'arrêté n'a pas été encore publié, notre procédure n'a pas pu arriver à son terme. Il a fallu qu'on la retire, mais l'idée sera de la redéposer dès que l'arrêté catalogue sera publié, ce que j'espère dans quelques semaines ou peut-être quelques mois. L'instruction est en cours côté CNIL, donc on n'a pas la main sur les délais. Très bien. Alors, dans cette table ronde, on parle justement des défis de l'IA. Évidemment, l'un des défis, c'est la souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, eh bien, on pense évidemment au transfert transfrontalier. Je me tourne vers vous, David, puisque ces transferts transfrontaliers donc, de données, c'est le cadre, en tout cas les règles qui encadrent les relations entre les États et les données. En Europe, c'est assez facile de vendre et d'acheter les données. En tout cas, c'est réglementé. Par contre, ces relations ne sont pas aussi pacifiques avec d'autres États, comme par exemple entre les États-Unis et l'Europe. Il n'existe plus de cadre juridique aujourd'hui pour encadrer les données. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et quelles sont les conséquences, par exemple, pour les grands groupes qui sont implantés aux États-Unis? Aux États-Unis ou en Europe, il suffit d'écouter Stéphanie Combe pour se rendre compte que c'est un peu complexe, même si les choses sont très encadrées et bornées. Et dès lors que c'est encadré, par nature, c'est censé être stable. Pour tous les opérateurs qui agissent en Europe, pas de problème, c'est couvert par le RGPD et tout le monde est à la même enseigne. Il faut voir qu'il y a un certain nombre de pays à travers le monde qui font l'objet d'une adéquation, c'est-à-dire qu'ils sont jugés conformes par l'Europe pour y exercer une activité sans aucun souci. C'est le cas du Canada, de la Suisse, de l'Argentine et de quelques îles. Mais quand j'ai fait le tour des 7, il y a Guernesey dedans également, ça s'arrête un peu là. Et il y a les États-Unis, effectivement, grand pays avec lequel on peut faire du business, avec lequel il y a déjà eu des accords commerciaux par le passé, Safe Harbor, Privacy Shield, et les deux ont été cassés à 2 reprises par le même activiste autrichien, M. Schrems, qui est la preuve qu'on est dans des états de droit et que les citoyens peuvent aussi se retourner au fait qu'aujourd'hui, les États-Unis peuvent, par leurs agences de renseignement, notamment, aller regarder ce qui se passe dans les serveurs de leurs géants. Et effectivement, quand il s'agit d'une discussion sur une messagerie instantanée personnelle, ça ne porte pas à conséquence. Dès lors qu'il s'agit de données de santé, de données de défense particulièrement sensibles, effectivement, les États sont particulièrement vigilants. Et donc, face à cela, il y a un certain nombre de solutions qui commencent à être mises en œuvre. Une passe par ce qu'on appelle les licences, puisque les données ne peuvent plus aller aux États-Unis. Pour faire simple, les États-Unis viennent aux données et donc créent avec des opérateurs européens, des entreprises, pour pouvoir faire ce travail d'hébergement. Ça a été le cas de l'annonce au printemps dernier d'Orange, Capgemini et Microsoft avec cette structure qui s'appelle Bleu, dans laquelle ces géants apportent leur savoir-faire et leur logiciel à la condition que ce soit hébergé en France et sous drapeau français. Mais quand vous avez fait ça, vous n'avez pas calmé complètement le discours anti-GAFA. D'où d'autres solutions à imaginer et peut-être plus conformes d'ailleurs à l'esprit européen qui va permettre de préserver les droits de propriété et les droits humains fondamentaux. Alors, Pierre Louette, on évoquait ici déjà l'année dernière, lors de la première édition des Assises de la Data Transformation, votre livre qui s'appelle « Des géants et des hommes » et qui souligne justement ce déséquilibre qui peut exister, par exemple, entre les GAFA, les plateformes, justement, et la presse traditionnelle, notamment au niveau des modes de rémunération. Il semblerait que les choses soient en train de changer. Est-ce que, justement, le rapport de force est en train de s'inverser ? Alors, le rapport de force a évolué. Je pense qu'il y a un phénomène d'entrée dans l'atmosphère de ces grands géants. Il y a eu depuis, au fond, leur apparition, un débat sur la façon dont ils pouvaient utiliser des contenus produits par d'autres, comme on dit dans un barbarisme, les monétiser et gagner beaucoup d'argent avec ce qui est produit par d'autres. Moi, j'ai souvent dit, d'ailleurs un peu en blaguant, mais si on avait inventé ce modèle dans lequel je gagne énormément d'argent en vendant un truc qui n'est pas à moi, on aurait tendance à le défendre, parce que c'est pas mal, c'est très rentable. Alors,
blague à part, peu à peu, et moi j'avais instruit le premier procès contre Google, c'était en 2007, quand j'étais PDG de l'agence France Presse, on a commencé à réussir à les faire payer de temps en temps pour ces contenus, en fait, rémunérer ceux qui les produisent. Et ceux qui les produisent, ce sont, par exemple, dans ce groupe, il y a 700 journalistes donc, qui méritent d'être rémunérés correctement pour tout ce qu'ils ont mis en ligne et produit. Donc ça a évolué puisqu'il y a eu des phases très difficiles. Il y a eu ensuite une adoption difficile. On ne va pas refaire toute l'histoire de la directive sur le droit voisin. Elle est depuis 2 ans entrée en vigueur en France et maintenant elle est devenue réalité puisque Facebook a signé avec l'Alliance pour la presse d'information générale et on n'est pas très loin non plus d'arriver à un accord avec Google. Et donc ces grandes entreprises-là ont compris qu'il fallait effectivement plutôt se mettre d'accord, plutôt faire vivre ces textes-là. Parfois ça passe par des procès, ça n'a pas été le cas avec Facebook, ça a été une discussion. Avec Google, oui, il y a eu une instruction devant l'autorité de la concurrence, beaucoup d'étapes. Et je pense que ça va dans le bon sens. Au même moment, ce qui se passe, et David mentionnait les États-Unis tout à l'heure, toute l'administration Biden, avec Lina Khan, avec d'autres autour d'elle, ont en tête de réinventer le droit de la concurrence parce qu'il y a une puissance de marché de ces acteurs qui est telle qu'on ne peut pas les laisser exactement en l'état. Donc le besoin de régulation, dans un monde libéral, la régulation est très noble. Souvent les gens pensent que libéralisme, ça veut dire on peut faire absolument n'importe quoi. Pas du tout. Ça va avec le droit, ça va avec la régulation du marché. Le pire ennemi du libéralisme, c'est le monopole. Donc vraiment, c'est ça aussi dont il est question. Et puis, il y a les sujets personnels, on y reviendra peut-être, aussi les datas et la façon dont, moi j'ai souvent dit ça aussi, si les datas sont la nouvelle monnaie du monde, les GAFA sont la banque centrale. Oui. Or, on ne peut pas avoir des banques centrales privées trop longtemps. Il faut aussi vérifier qu'elles appliquent bien toutes les réglementations. Encore une fois, j'ai tendance à penser qu'on va dans ce sens-là. Il y aura peut-être d'autres épisodes problématiques, mais on va dans ce sens-là. Ils ont compris qu'avec leurs immenses pouvoirs venaient des grandes responsabilités, qu'il fallait être à la hauteur de leur taille. Merci beaucoup. Charlotte Degaut, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes Managing Director et Partner chez BCG Gamma. C'est en fait l'entité de BCG qui est dédiée à l'intelligence artificielle et à la data science. Et c'est un peu une start-up au sein de l'entreprise, d'une certaine manière. Expliquez-nous en quoi l'IA est une aide précieuse peut-être pour aider les entreprises à mieux mesurer, mais aussi à mieux maîtriser l'empreinte environnementale. Oui, alors avec BCG Gamma, on a fait une étude auprès de 1300 entreprises pour leur demander où est-ce qu'elles en étaient de la mesure de leur empreinte carbone et puis des actions et de la réduction. Et ce qu'on a vu, c'était hyper intéressant, c'est que plus de 85% des entreprises nous disent qu'elles se sentent hyper concernées, qu'elles ont envie d'agir sur leur empreinte carbone, mais quand on leur demande si de manière concrète, les 5 dernières années, elles ont réussi à matérialiser les ambitions qu'elles s'étaient données, en fait, elles sont que 11% à avoir réussi à réduire leur empreinte carbone à la hauteur de ce qu'elles avaient espéré. Et quand on creuse un peu pour comprendre pourquoi et qu'est-ce qui pêche en fait dans vraiment le passage à l'action, on se rend compte que la mesure de l'empreinte carbone, c'est un sujet très complexe en fait. Vaste, ouais, aussi. Très vaste, très complexe, en particulier pour les grosses entreprises. Et en fait, il n'y a que 9% des entreprises aujourd'hui qu'on a interrogées qui mesurent de manière complète leur empreinte carbone. Seulement 9%. Donc à partir de là, ça crée parce qu'ils n'ont pas la méthodologie ou... C'est un problème de données, d'accès à la donnée, de capacité à la traiter, de facilité à la traiter de manière automatique, etc. Et encore plus inquiétant peut-être, elles déclarent aussi, ces mêmes entreprises, qu'il y a un taux d'erreur moyen de 30 à 40% sur les mesures qu'elles font. Imaginez si on a appliqué 30 à 40% de taux d'erreur sur le contrôle de gestion financier. Enfin, on ne serait pas du tout rassuré de ce qu'on voit. Et l'intelligence artificielle, en fait, elle vient aider à mesurer de manière beaucoup plus précise parce que c'est un problème de données. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va savoir aider à capter la donnée, la structurer, la corriger quand elle est manquante et finalement à faire des calculs, de manière beaucoup plus précise, des cartographies d'émissions beaucoup plus fins, beaucoup plus granulaires. Et puis ensuite, elle va permettre de simuler des prises de décision et de traquer les impacts et d'optimiser même de manière directe la prise de décision pour réduire l'empreinte carbone. Ça, c'est ce qu'on fait en fait au sein du BCG avec un software qu'on a créé qui s'appelle CO2 AI, qui permet de permettre aux grandes entreprises d'accéder de manière directe à ces technologies-là pour mesurer de manière beaucoup plus précise, de l'ordre de 30 à 50% leur empreinte carbone et ensuite de passer à l'action.
Et vraiment, ça aide de manière significative les entreprises. Peut-être juste pour donner un exemple, dans la grande distribution, qui est un secteur très complexe du point de vue de l'empreinte carbone, parce qu'il faut s'imaginer des millions de produits en magasin, des dizaines de milliers de fournisseurs qui ne connaissent pas l'empreinte carbone forcément de leurs produits. Et du coup, les acteurs de la grande distribution qui sont un peu dépourvus face à toutes ces données à collecter. Avec CO2AI, on arrive à calculer de manière très rapide l'empreinte carbone. Et pour un acteur de la grande distribution aux États-Unis, par exemple, en les aidant à calculer tout ça et à faire leur plan d'action, on leur a donné de la confiance dans le fait qu'ils allaient y arriver. Et ils ont avancé de 10 ans leur engagement net zéro. Voilà, donc l'intelligence artificielle, ça sert vraiment à passer à l'action. Alors oui, ça peut vraiment nous aider à passer à l'action, effectivement. On parlera dans un instant aussi de l'autre côté de la médaille, qui est que l'intelligence artificielle au travers du data mining peut aussi être très polluant. On y reviendra dans un instant, mais Pierre Louette, je voudrais me tourner vers vous. Comment est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de changer justement les comportements ainsi que les modes d'accès à l'information? Quel est le défi à ce niveau-là aussi? Alors c'est un défi, c'est ce qu'on appelle une chance dangereuse, quoi. Il y a des choses très utiles à en sortir, il y a aussi des précautions. Peut-être juste un petit pas de recul. Comment utilise-t-on au fond les données, la data? Parce que l'intelligence artificielle, ce sont des données et des logiques. C'est ça, il faut nourrir l'intelligence artificielle de carburant qui est la data. Et puis, il faut la programmer. Il n'y a jamais, quand on en parle, de sorte de Deus ex machina, il y a des gens qui programment. Origen le décrit très bien. On injecte des logiques, et ce sont ces logiques qui fonctionnent. Alors, elles fonctionnent de nature différente. D'abord, elles permettent d'éviter des tâches répétitives, d'éviter des tâches, et donc de faire gagner du temps. Dans une rédaction, ça peut être utile. Si on a des mécanismes comme ça d'analyse de données, ça peut tout à fait permettre de le faire. Dans les rédactions, on a aussi ce qu'on appelle le data journalisme. Donc c'est le journalisme qui est fondé sur des données, et on regarde plein de données et ça donne des idées d'articles. On cherche des corrélations entre eux. Voilà, des tendances, voilà, des urbains qui ont tel ou tel comportement ou telle prévalence de telle ou telle maladie, par exemple. Bon, à quoi est-ce lié? Est-ce qu'on est urbain et aussi on a du temps de transport? Bon, tout ça, ça permet de sortir des idées d'articles et des choses qu'on n'aurait pas forcément visualisées aussi bien. Et puis, il y a une troisième chose avec la data, c'est qu'on a développé, par exemple, nous, dans ce groupe, une forte équipe centrale de data qui, elle, permet de développer, en fait, la connaissance du client et, sous cette double acception, lutter contre le churn, le fait que les clients partent, en fait, ne restent pas assez longtemps. On met beaucoup de temps à les gagner, et malheureusement, peu de temps à les perdre. Et puis aussi, une meilleure connaissance qui permet de dire, typiquement, les femmes lisent un plus grand nombre de rubriques dans un journal que les hommes. Bon, ça, c'était pas absolument évident pour nous, mais on a pu l'établir à partir de données comportementales. Et donc, on se dit, ça, c'est important parce que développer ce public féminin, c'est déjà très largement développé aux Échos, aux Parisiens, mais aller encore plus loin, ça permettra d'avoir plus de lectures, plus de pages vues. Donc tout ça, c'est le côté bénéfique. Le côté un peu inquiétant parfois, et ça, on revient au sujet des GAFA qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand se développent des bulles cognitives. C'est-à-dire, on va vous proposer, comme on dit en bon français, more of the same. Vous avez regardé ça, on vous proposera plus de ça, et peut-être un peu pire que ça, plus dur, voilà, plus extrême, plus aigu. On a tous vu des comptes rendus de ces expériences menées par des utilisateurs lambda ou aussi par des scientifiques qui disaient, voilà, j'ai regardé comment ça marchait, parce que la grande valeur, c'est l'engagement. On veut développer le contact entre le lecteur et le contenu. Mais moi, ce que je crois, c'est que les rédactions en général, et celle-ci dans cette maison en particulier, elles ont un petit supplément d'âme quand même par rapport à ça. Certes, il faut, et on leur dit, il faut développer le lectorat, c'est important pour nos équilibres économiques, c'est clair. Mais par ailleurs, il y a l'éthique journalistique qui fait que même si un sujet ne fait pas beaucoup de lecteurs, on va quand même le sortir, on en fera un papier. Ça, ce n'est pas exactement le fonctionnement des réseaux sociaux. Il y a une dimension qui manque complètement, c'est qu'il n'y a pas chez nous qu'une politique de l'offre, il y a aussi ce qui doit être écrit parce que ça mérite de l'être, même si ça ne fera pas beaucoup d'audience, mais parce que c'est important que ça soit connu du public ou que ça puisse alimenter le débat et la formation des opinions démocratiques. Voilà. Donc cette surcouche-là, c'est pour moi la bonne utilisation de l'IA et de la donnée. Alors, David, tout à l'heure, vous avez évoqué justement que plusieurs groupes français se sont associés à des géants américains, notamment le projet Bleu qui regroupe donc Orange, Microsoft et Capgemini. Il y a aussi évidemment l'exemple de Google Cloud et Atos qui se sont également associés pour fournir des solutions sécurisées de pointe aux entreprises. On comprend les enjeux, mais pourtant, il y a, et on comprend l'intérêt,
Mais il y a toujours ce manque de confiance qui a l'air encore assez important. Quelles sont les solutions, peut-être vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais pour assurer réellement l'anonymité des données pendant les transferts? Est-ce que c'est une question de blockchain? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Alors, il faut bien voir qu'aujourd'hui, le cloud européen est dominé par 3 acteurs majeurs que sont Amazon, Google et Microsoft, qui détiennent 2/3 du marché, et d'un marché qui va être multiplié par 3 dans les 3 ans qui viennent. Et donc, effectivement, il y a un sujet d'importance et d'urgence pour l'Europe de reprendre le fil de son histoire et de détenir la clé de voûte, en quelque sorte, à défaut de pouvoir construire des cathédrales. La première, c'est la solution de licence qu'on évoquait tout à l'heure avec des acteurs désormais historiques. La deuxième, qui répond à des fondements européens qui sont celles d'une anonymisation profonde. Je prends des données et je les rends impossibles à déchiffrer parce que je vais vraiment les rendre anonymes. Aujourd'hui, malheureusement, vous prenez des jeux de données publics et en les croisant, vous réussissez assez vite à retrouver des personnes. Et il y a des sociétés européennes qui savent aujourd'hui les rendre neutres. Et la troisième solution, c'est celle du chiffrement de bout en bout. Seuls ceux qui ont le code et la clé au début et à la fin peuvent tirer la substantifique moelle de ces échanges. Mais on voit bien que ce sont les 3 ensemble qui fonctionneront à l'avenir et ce n'est pas l'un ou l'autre. Et c'est en ça que l'Europe, qui est assez attachée aux libertés individuelles, à la propriété, par des technologies comme la blockchain qui marque au carbone 14 en quelque sorte les données, avec des nouveaux métiers à inventer, de notaires de l'Internet qui vont effectivement se porter garant vis-à-vis et des entreprises et des utilisateurs. C'est en cela qu'il est important que les entreprises se mobilisent et c'est pour ça qu'à la Villa Numéris, on appelle à une coalition la plus grande, ne serait-ce que pour alerter les pouvoirs publics et faire en sorte qu'il y ait un cadre juridique, notamment avec les États-Unis, parce que s'il y a une instabilité, il n'y aura pas de business, on le sait bien. Stéphanie Combe, sur cette question justement de confiance, quand vous avez monté ce projet du Health Data Hub, vous y avez été confronté évidemment. Comment vous avez fait pour gagner la confiance justement des utilisateurs, des entreprises qui participent à ce projet ? Alors, je pense que même encore aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur le fait que nous, on utilise une infrastructure qui mobilise Microsoft pour plein de raisons, et notamment pas forcément celles que les gens imaginent spontanément. C'est-à-dire que souvent, les acteurs du numérique français nous disent « Nous, on aurait très bien pu vous mettre à disposition les ressources de calcul, de stockage de Microsoft », et c'est tout à fait vrai. Mais nous, on a choisi Microsoft pour ses services managés de sécurité. Parce qu'en fait, ils industrialisent beaucoup de choses qui aujourd'hui doivent être intégrées. D'ailleurs, c'est une piste de réflexion pour le cloud souverain européen, c'est d'intégrer différentes briques souveraines, mais il faut encore les mettre ensemble, être capable de les mettre à jour ensemble, de les opérer ensemble. Nous, on est un acteur beaucoup trop petit, mine de rien. On est une 60aine de personnes pour gérer un data center en propre et mettre à jour, par exemple, tous les logiciels qui seraient intégrés dans la même plateforme. Donc, au moment où on a choisi Microsoft, on a vraiment benchmarké le marché des hébergeurs par rapport à notre angle de vue qui est celui des exigences de cybersécurité pour les données de santé. Pas que les données de soins, mais les données de recherche, donc avec des textes dédiés. Et encore aujourd'hui, on doit expliquer, et je pense que ça va continuer, parce qu'en fait, tous ces sujets-là sont réels, mais aussi, je trouve, se confondent. Il y a les sujets d'extraterritorialité que vous avez évoqués. Donc, comment on s'assure qu'il n'y a pas de transfert de données? Par exemple, dans notre cas, il n'y en a pas, mais c'est quelque chose sur lequel on doit argumenter régulièrement. On n'est pas comme Facebook où les données vont transiter. Les services qu'on utilise sont régionalisés en Europe, les données sont en France, etc. Et puis après, il y a les enjeux auxquels moi je suis sensible aussi en tant que fonctionnaire de quelle est notre politique industrielle française sur ces sujets-là, qui n'est pas exactement de même nature, mais un tel marché grandissant, est-ce qu'on a vraiment envie de le laisser s'échapper vers ces acteurs-là qui leur donnent ensuite une sorte de suprématie absolue? Donc,
on doit encore aujourd'hui expliquer régulièrement et on travaille exactement et on travaille dans une logique de réversibilité en se disant que demain, si on a une solution comme celles qui ont pu être évoquées, qui fonctionne et qui répond à nos besoins, on pourra organiser la migration vers cette solution souveraine. Très bien. Charlotte, justement, tout à l'heure, je parlais de cet autre aspect qui est que l'intelligence artificielle peut aussi être très polluant de par le fait de tout ce qui est le data mining et de toute cette donnée dont on a besoin pour en extirper de la substantifique moelle, on va dire. Justement, du coup, est-ce que votre algorithme que vous avez décrit tout à l'heure, est-ce que ça prend en considération l'empreinte carbone justement de cette IA ? Ouais, alors en effet, c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, l'empreinte carbone du numérique, selon ce qu'on compte, c'est aux alentours de 5% de l'empreinte carbone totale. La part qui est liée à l'intelligence artificielle, le computing power, les serveurs, elle est en constante augmentation. Et donc, même si c'est pour faire le bien, il faut en effet prendre en compte cette dimension-là. Le BCG, avec l'Institut de recherche québécois en intelligence artificielle qui s'appelle MILA, a créé Code Carbone, qui est en fait un package open source que les data scientists, et d'ailleurs j'appelle tous les leaders qui ont des data scientists dans leur équipe à les inviter à utiliser Code Carbone. C'est un package gratuit open source qui permet de calculer l'empreinte carbone des algorithmes qu'on fait tourner. Et donc de se poser 2 fois la question de la structure du code, de comment l'améliorer, l'optimiser pour qu'il consomme le moins possible. Nous, on l'utilise sur nos codes et en particulier sur celui de CO2 AI, mais c'est un package qui est utilisable par n'importe quel data scientist. Et je pense qu'en effet, c'est extrêmement important de commencer à avoir cette logique-là de sobriété dans la manière dont on design ce qu'on fait en intelligence artificielle. Très bien. Alors, il nous reste juste 2 minutes. Pierre Louette, je me tourne vers vous parce qu'on arrive en période préélectorale aussi et je voulais savoir, à votre avis, quels sont les impacts de l'IA non, pas vos pronostics, je ne me permettrai pas, mais en tout cas, quels sont les impacts de tous ces changements qui sont menés par l'IA sur la démocratie ? Énorme question. Tout à l'heure, j'évoquais un peu ça. Si les algorithmes contribuent à définir un peu la grammaire de nos vies numériques, il faut codifier cette grammaire, quoi. Il faut l'écrire vraiment. Comme on l'a dit, on peut se retrouver enfermé dans un groupe de gens qui pensent exactement comme vous. Ça, c'est pas l'esprit de la démocratie, qui est quand même fait aussi de confrontation, de partage d'idées. L'agora mondiale, c'est une agora où on se rencontre. S'il y a plein de petites agoras séparées, si chacun reste dans son sillon, chacun reste dans sa tranchée, au fond, ça ne va pas faire une belle démocratie. Donc, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Alors, le rapport Bronner récemment a proposé des chemins pour ça. Il faut travailler à l'ouverture des algorithmes. Il faut regarder aussi comment ils sont programmés. Moi, je crois beaucoup également à l'éducation aux médias. L'éducation aux médias qui engloberait l'éducation aux logiques algorithmiques et à l'intelligence artificielle. Et malheureusement, on parle beaucoup de questions picrocolines d'éducation aujourd'hui, mais enfin, pour des raisons qui sont picrocolines. L'éducation, c'est important, mais est-ce qu'il y a une heure d'éducation aux médias dans l'enseignement français aujourd'hui ? Je ne suis pas certain. Ouais. Alors même que on passe, ça dépend, 5, 6, 7, 8 heures devant des médias, peu ou prou, toutes sortes de médias. Donc, faire rentrer cette éducation aux médias à l'école, au collège, ça, c'est une réforme qui me paraît tout à fait fondamentale parce qu'on apprendra à décrypter, on apprendra à savoir comment on est utilisé, comment on est programmé et on apprendra à être un meilleur citoyen. Voilà. Moi, en tout cas, ce qui me rassure beaucoup, c'est qu'on puisse avoir encore des tables rondes comme ça, dans lesquelles on parle d'intelligence artificielle dans cette maison et on cite 2 fois François Rabelais. Et vraiment, ça, je trouve que c'est très enthousiasmant pour la suite de la journée parce que je ne m'y attendais pas tout à fait. Ça me fait très plaisir. Merci infiniment. On arrive à la fin de cette table ronde. Je voudrais vous remercier tous les 4 d'être venus sur notre plateau, d'avoir de nous aider en tout cas à y voir un peu plus clair sur les défis, mais aussi on a évoqué évidemment les opportunités de l'IA. Merci infiniment à tous les 4.